Alors, imaginez quelqu'un d'incontrôlable, quelqu'un qui hurle sur les plateaux de tournage, insulte ses collègues, menace les partenaires et pousse absolument tout le monde à bout. Un homme incontrôlable, colérique et parfois même violent. Et maintenant, imaginez que ce même gars soit considéré comme un génie, à un tel point qu'on lui confie des films, qu'on lui donne les meilleurs rôles, bref, qu'on le respecte, voire même qu'on l'admire. Alors vous me direz, comment est-ce que c'est possible ? Comment une personnalité aussi destructrice peut-elle susciter autant de fascination ? Aujourd'hui, pour ce premier épisode de La Folle Vie 2, j'ai envie de vous parler d'un personnage aussi dérangeant que captivant. Un personnage qui a bousculé tout le cinéma européen. Un homme qui a littéralement traumatisé tout un pan de l'histoire du 7e art. Voici La Folle Vie de Klaus Kinski. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur qui n'a jamais vraiment laissé les gens indifférents. Un homme capable d'hypnotiser une salle entière ou de la faire fuir. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, et c'est normal. Disons que Klaus n'a jamais vraiment cherché la célébrité. Mais dans le monde du cinéma, ce type est un cas totalement à part. Nein, hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Hat eine Peitsche genommen und hat ihm in die Fresse gehauen. Das hat gemacht. Si on devait le définir, on dirait que c'est un acteur qui avait un regard ultra brûlant, toujours à la limite de vous faire peur. Ce qui frappait vraiment en premier chez lui, c'était ce visage très expressif, un peu inquiétant. Des yeux qui semblaient genre percer l'écran, comme s'il vous parlait à vous en fait, mais en criant intérieurement. Et pourtant, c'était pas un jeu, c'était pas une posture. Kinski vivait littéralement ses rôles. Il faisait pas semblant. Il n'a jamais su faire semblant. Il donnait tout, et parfois trop. Il rendait fou absolument tous les réalisateurs, les techniciens et même les spectateurs. Mais c'est aussi ça, du coup, qui faisait sa force. Parce que malgré, ou grâce à, son instabilité, il a tourné dans plus de 130 films, dont certains sont devenus cultes aujourd'hui. Il a bossé avec des super réalisateurs, notamment Werner Herzog, Sergio Leone, Jess Franco, mais tous étaient fascinés par une chose chez ce type, l'intensité unique qu'il dégageait. Alors forcément, ça pose question. Comment un homme aussi instable a pu marquer autant de monde ? Et surtout, d'où venait cette énergie brute, incontrôlable, qui semblait le consumer de l'intérieur petit à petit ? Dans ce premier épisode, je vais vous raconter l'histoire d'un acteur hors norme. Un type qui a traversé le cinéma à la même vitesse et à la même intensité qu'une météorite. Parfois magnifique, parfois dangereux, mais toujours inoubliable. Pour comprendre Klaus Kinski, il faut impérativement remonter là où tout a commencé. On est donc dans une Allemagne dévastée, entre deux guerres, alors inutile de vous rappeler lesquelles. Il naît donc en 1926 à Sopot. À l'époque, c'est une ville allemande, maintenant c'est du coup une ville polonaise. Son vrai nom, c'est Klaus Günther Karl Naksinski, rien que ça. Il changera donc plus tard pour Kinski, sans doute pour simplifier, ou pour fuir une partie de lui peut-être, vu que la partie qu'on supprime, c'est vraiment la partie qui fait très polonais. Son enfance est de ce qui est plus paisible, par contre sa famille est pauvre, très pauvre. Son père est un ancien chanteur d'opéra qui a absolument tout perdu. Et sa mère tente tant bien que mal d'essayer de faire tenir la famille debout, dans une Allemagne qui est en crise. Il déménage souvent, Klaus grandit dans un climat d'instabilité totale, de tension, mais surtout de beaucoup de frustration. C'est pas le genre d'enfance où on joue dans les champs, où on fait du vélo, on joue aux billes. Non, c'est pas tout ça. Rien à voir. C'est plutôt une enfance qui est marquée par la faim, F-A-I-M, pas la faim, par l'humiliation et par la violence parfois. Il dira plus tard que cette période l'a cassé à l'intérieur. Du coup, quand la guerre éclate, lui, c'est encore un ado. À 17 ans, il est enrôlé de force dans l'armée. Il restera que quelques mois sur le front avant d'être capturé par les Anglais et interné dans un camp de prisonniers. Et c'est là, étonnamment, que quelque chose va changer chez lui. Dans ce camp, il participe à des petites pièces de théâtre montées entre prisonniers et il découvre le jeu. Il découvre qu'en incarnant un personnage, il peut canaliser toute sa rage, son mal-être, son intensité. C'est une révélation. Il sort de la guerre avec une idée en tête, être acteur. Pas pour la gloire, pas pour la lumière, pour une seule chose, vivre. Alors, une fois rentré en Angleterre,
Klaus tente sa chance sur les planches. Alors on est au début des années 50, il est très jeune, très mince, presque fébrile, mais il dégage déjà quelque chose d'intéressant. Une tension comme une urgence, un espèce de feu à l'intérieur qui plaît. Il commence par des petits rôles dans des pièces de théâtre de province, mais très vite, les directeurs se rendent compte que Kinski ne joue pas comme les autres. Il ne répète jamais. Il ne veut pas suivre les mises en scène qui lui sont imposées. Et surtout, il explose. Tout le temps. Sur scène, comme en coulisses, il pète des câbles. Il hurle, il insulte, il casse tout. Il annule une pièce de théâtre et s'en va en plein milieu. On raconte qu'une fois, après un monologue, il a arraché le décor avant de quitter la salle, laissant le public totalement figé, incapable de savoir si c'était du théâtre ou si c'était la vraie vie. Mais c'est aussi finalement pour ça que les gens viennent le voir, parce qu'avec lui, tout peut arriver. Il dégage une forme de danger captivante, de spontanéité, que peu d'acteurs au final osent approcher. Aber ihr seid nur lauwarm und ich spucke euch aus! Alors pendant tout un temps, Kinski se balade dans toute l'Allemagne pour lire des extraits de textes qui lui plaisent vraiment fort, des textes de Nietzsche, de Rimbaud, enfin plus grands, toujours avec une intensité hallucinante. Il est à fond dedans comme possédé, il sue, il tremble, il semble au bord de l'évanouissement, et parfois le public le hue, mais parfois aussi il est en larmes. Le public ne sait jamais s'il est en face d'un génie ou d'un homme qui va tomber à tout moment. C'est plus tard que le cinéma finit par le remarquer. Il décroche quelques petits rôles dans des films d'exploitation, des westerns spaghetti, enfin un peu les trucs de l'époque quoi. Et là encore, il sort du cadre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il joue pas comme les autres. Il est toujours dans l'excès, dans la fureur, même quand le personnage ne l'impose pas, dans l'animalité presque. Et pourtant, ça fonctionne. Il devient l'un des seconds rôles inoubliables de l'époque. Celui qu'on retient, même si on a oublié le reste du film. Et après tout ça, c'est une rencontre qui va changer absolument toute la suite des événements. Ça, c'est pour le chapitre suivant. En 1972, un réalisateur allemand, pas encore très connu, s'apprête à tourner un film un peu fou, quelque part au Pérou. Son nom, c'est Werner Herzog. Et il cherche un acteur capable de jouer le rôle d'un espèce de conquistador complètement fou, possédé, enfin voilà, dangereux quoi. Un personnage entre la frontière du rêve, de la démence et de la mort. C'est comme ça qu'il l'écrit. Il pense immédiatement à Kinski. Et c'est là que naît un duo aussi mythique que chaotique. Le film s'appelle Aguirre, la colère de Dieu. Et dès les premiers jours de tournage, le ton est donné. Kinski hurle, refuse des prises, menace de quitter le plateau, jette de la bouffe dans le visage des gens. Herzog, lui, menace de le tuer. Littéralement. Il dira plus tard qu'il a dû le menacer avec une arme pour qu'il finisse le film. Et tout ça dans la jungle amazonienne, avec une équipe épuisée, un budget qui s'effondre de jour en jour, et des moustiques. Voilà, bonne ambiance. Mais le résultat est là. Aguirre, c'est un choc. Tout le monde hallucine en regardant le film, c'est une pépite cinématographique. Et le film est porté par un acteur qui semble vraiment complètement taré. Et du coup, c'est que le début. Herzog et Kinski tournent 5 films ensemble, sur plus de 15 ans. Parmi les plus connus, on a Nosferatu, pas le Pokémon, Fitzcarraldo et Wozzeck, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et à chaque fois, c'est la même histoire. Génie et chaos, poésie et violence, fascination et haine. Bref, ils s'engueulent, menacent de s'entretuer, et puis font des bangers. Ça a l'air aussi simple que ça. Ensemble, ils créent des œuvres qui sont puissantes, étranges et inclassables. Herzog dira un jour, je cite, « Kinski est l'un des plus grands acteurs de tous les temps, et aussi l'un des plus ingérables. Il me dégoûte, mais je l'aime. » Mais au final, quelque part, il s'était trouvé. 2 énergies extrêmes, 2 visions du monde, 2 fous peut-être, mais complémentaires. Et ce qui est fou, j'ai regardé le film du coup, c'est que ça fonctionne. C'est vraiment pas mal. Bon, pour l'époque, mais non, c'est regardable. Pour conclure, ce duo est devenu l'un des plus fascinants de tout le cinéma européen. Alors, à la fin de sa vie, Klaus Kinski, il a vécu reclus, dans le sud de la France. Et ouais, on y mange bien, on y boit bien, belle région. Il tourne plus vraiment beaucoup. En 1988, il publie son autobiographie, un livre où il raconte tout.
Alors c'est un bazar comme ça. Non, je l'ai pas lu. On y retrouve des anecdotes de tournage, mais aussi des problèmes d'agression S qui racontent absolument sans filtre. Mais dans ce bouquin, on y découvre surtout une rage qu'il avait contre le monde entier en fait. Contre les producteurs, contre les journalistes, les auteurs, les acteurs, eux aussi, les actrices, même sa propre famille, il les haïssait. À la sortie, le livre est vivement critiqué, mais encore une fois, comme tout ce qui touche, ça fascine tout le monde. À la sortie, on ne sait pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est un cri d'un artiste en délire qui perd la boule, en fin de vie, d'un homme qui est en train de basculer? Beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'il va mourir? Bah oui, en fait, parce que Kinski meurt d'une crise cardiaque seul à 65 ans. Et puis, silence, plus rien sur lui, le vide quoi. Jusqu'à ce que, malheureusement, certaines zones d'ombre deviennent un peu trop lourdes à ignorer. Oui, je vais parler de ça. En 2013, sa propre fille, Paula Kinski, publie un témoignage qui détruit le personnage, quoi. Elle accuse son père d'avoir profité d'elle pendant des années. Elle parle d'un homme tyrannique, manipulateur, prédateur, enfin bref, le barjot, quoi. Le fou. Et là, naturellement, tout vacille. L'image du comédien intense, incompris, génial, se fissure, ça va de soi. Est-ce qu'on peut encore admirer un homme capable de telles horreurs? Il y a le fameux débat qui était encore plus présent à l'époque de séparer l'œuvre de l'artiste. Certaines personnes à l'époque se posaient la question si la folie pouvait excuser certaines choses qu'il avait faites, que ça pouvait être une explication, une façade. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment qui était vraiment ce type, à part, vous l'avez compris, que c'était un connard. Ce qui est sûr, c'est que Klaus Kinski a laissé une trace. Pas une trace très propre, pas une légende très brillante, mais pour faire cette vidéo, je dois vous dire que j'ai ressenti pas mal de choses inconfortables, mais assez obsédant. C'est peut-être ça au fond, sa vraie nature. C'est pas une étoile, c'est plutôt une brûlure. Voilà les amis, c'était le premier épisode de La Folle Vie 2. Alors l'idée c'est de parler d'artistes dont on n'a pas l'habitude de parler, qui sont pas forcément connus, mais qui, de près ou de loin, ont changé la vision qu'on pouvait avoir de la musique ou du cinéma, de l'intérieur ou de l'extérieur. Alors si cette histoire vous a intrigué, dérangé, laissez-nous un petit commentaire, vous savez comment ça fonctionne, ça booste l'algorithme, on connaît bien. Dites-moi si vous voulez un autre épisode, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis, votre retour pour ce nouveau format sur la chaîne. S'il y a quelques personnes que ça intéresse, on continuera pour elles. Pour rappel, on est en live le mardi à 20h sur cette même chaîne ou sur l'équivalent Twitch pour parler musique et cinéma. On y reçoit des artistes, des chanteurs, des techniciens, des réalisateurs. On parle de ce qui nous inspire, de ce qui nous dépasse.